Comté de Southampton, Virginie, août 1831. Entre 2 heures du matin et le crépuscule du 23 août, 55 personnes furent retrouvées mortes le long d'un corridor de 16 miles de terres agricoles. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières effacées de l'existence dans leur propre maison. Le journal local refusa de publier la liste complète des noms. Le tribunal du comté plaça sous scellé certains témoignages pendant 60 ans. Et lorsque l'armée arriva enfin, elle tua plus de 2 fois plus de personnes que celles mortes lors de l'incident initial, la plupart totalement innocentes. Pendant plus d'un siècle, les manuels scolaires de Virginie ne désignèrent ces 48 heures que sous le nom d'« incident de Southampton », une formule vague destinée à masquer ce qui s'était réellement produit. Mais la vérité était écrite dans le sang, à travers les champs de tabac de la région de Tidewater, dans une série d'actes calculés qui forceraient l'Amérique à affronter une question qu'elle évitait depuis sa fondation. Que se passe-t-il lorsque des personnes qui n'ont plus rien à perdre décident qu'elles préfèrent mourir libres plutôt que vivre enchaînées? Avant de poursuivre l'histoire de Nathaniel Turner et de la rébellion qui secoua le Sud jusque dans ses fondations, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous regardez ceci depuis la Virginie, la Caroline du Nord ou n'importe où dans le sud des États-Unis, laissez un commentaire indiquant de quel État vous venez. Cette histoire fait partie de votre héritage, que vos ancêtres en aient été instruits ou non. Abonnez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre est un morceau de l'histoire américaine que des personnes puissantes ont tenté d'enterrer pendant des générations. Et assurez-vous d'avoir du temps devant vous, car cette histoire ne se termine pas comme on pourrait s'y attendre. La Virginie dans laquelle Nat Turner naquit le 2 octobre 1800 était un lieu de profonde contradiction. L'homme qui avait écrit « Tous les hommes sont créés égaux » 24 ans plus tôt avait possédé plus de 600 êtres humains au cours de sa vie. L'État qui avait donné à l'Amérique 4 de ses 5 premiers présidents abritait également l'une des plus importantes populations réduites en esclavage du pays. Près d'un demi-million de personnes traitées comme des biens. Et le comté de Southampton, où Turner passerait toute sa vie, incarnait ces contradictions plus que la plupart des autres endroits. Ce n'étaient ni les brutales plantations de riz de Caroline du Sud, ni les vastes domaines de tabac du Sud profond. C'était quelque chose de plus discret, de plus insidieux. Un endroit où l'esclavage portait un masque plus doux, mais blessait tout aussi profondément. Le comté de Southampton se situait dans la région de Tidewater, où la terre perdait sa fertilité après des générations de culture du tabac. Dans les années 1820, l'économie des grandes plantations céda la place à des exploitations plus modestes. Les propriétaires blancs vendaient leurs esclaves en surplus aux plantations de coton qui s'ouvraient en Alabama et dans le Mississippi. Une pratique qui déchirait les familles et envoyait des personnes qu'ils avaient connues toute leur vie vers un abîme dont on ne revenait pas. La menace d'être vendue vers le sud planait sur chaque personne réduite en esclavage comme une épée suspendue par un fil. Le comté comptait environ 60% de population noire, environ 7600 personnes esclavisées et 1800 personnes de couleur libre contre 6200 blancs. Jérusalem, le siège du comté, était une petite ville d'à peine 700 âmes, organisée autour d'un tribunal et de quelques églises. Le paysage était plat et humide, sillonné de marécages et de forêts denses de pins. La rivière Nottoway serpentait dans la partie orientale du comté, et au-delà des terres agricoles s'étendait le grand marais d'Ismaël, une immense étendue sauvage où des fugitifs disparaissaient parfois pendant des mois, voire des années. Nathaniel Turner, que l'on appelait Nat, naquit sur la ferme de Benjamin Turner. Sa mère, Nancy, avait été amenée directement d'Afrique et transmis à son fils une haine de la servitude qui ne s'éteignit jamais. Le père de Nat, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, s'échappa alors que Nat était encore jeune, disparaissant vers le nord, et ne laissant derrière lui que la certitude que la liberté était possible pour qui acceptait de tout risquer. Dès l'enfance, Nat était différent. Il apprit à lire et à écrire, chose rare pour un enfant réduit en esclavage en Virginie. La famille Turner blanche encouragea d'abord cela, peut-être trouvant cela divertissant ou utile. Nat dévora la Bible, et son intelligence fut remarquée par tous ceux qui le connaissaient. Il avait un don pour la prédication, pour émouvoir les gens par ses paroles. Mais il avait aussi des visions, des expériences qu'il interprétait comme des communications divines. Une fois, enfant, il décrivit des événements survenus avant sa naissance avec une telle précision que les adultes autour de lui en furent troublés.
Certaines personnes réduites en esclavage commencèrent à l'appeler le prophète. À 21 ans, Nat s'enfuit de chez son maître, Samuel Turner, le fils de Benjamin qu'il avait hérité. Pendant 30 jours, il goûta à la liberté, se déplaçant dans les bois et les marécages, vivant de son ingéniosité. Puis survint l'événement qui définirait le reste de sa vie. Il revint volontairement. Il affirma que l'esprit lui était apparu en vision, lui disant qu'il avait orienté ses désirs vers les choses de ce monde plutôt que vers le royaume des cieux, et qu'il devait retourner servir son maître terrestre. Les autres personnes esclavisées ne comprenaient pas. Pourquoi quelqu'un qui avait réussi à s'échapper reviendrait-il? Mais les visions de Nat devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus pressantes. En 1825, il vit des lumières dans le ciel. En 1828, le 12 mai, l'esprit lui parla clairement. Le temps approchait, où les premiers seraient les derniers, et les derniers seraient les premiers. Le langage biblique résonna dans tout son être. Il commença à voir son but non comme une fuite personnelle, mais comme une libération collective, à l'image de Moïse conduisant son peuple hors d'Égypte. En 1830, Nat fut de nouveau vendu, cette fois à un charron nommé Joseph Travis, qui avait épousé Sally Moore, sa propriétaire légale. Travis n'était pas considéré comme particulièrement cruel selon les standards de l'époque, ce qui signifiait seulement qu'il ne fouettait pas inutilement et fournissait une nourriture suffisante. Mais une nourriture suffisante et l'absence de coups réguliers ne rendent pas une cage moins étouffante. Nat travaillait dans les champs et dans l'atelier de Travis, rongeant son frein, guettant le signe qu'il croyait que Dieu enverrait. Sa famille avait été déchirée par l'économie de l'esclavage. Sa femme chérie et leurs 2 enfants avaient été vendus à Giles Reese, propriétaire d'une ferme voisine. Nat pouvait parfois les voir, mais ils appartenaient à un autre homme. En février 1831, quelque chose se produisit qui fut peut-être la goutte de trop. Le fils de Reese utilisa le propre fils de Nat comme garantie pour une dette. L'enfant de Nat, son sang, était devenu une monnaie d'échange dans les difficultés financières d'un homme blanc. Quelques jours plus tard, le 12 février 1831, une éclipse solaire annulaire passa au-dessus du comté de Southampton. Le soleil semblait recouvert d'un disque noir entouré d'un anneau de feu. Pour Nat Turner, cela ressemblait à une main noire, s'étendant sur le visage du soleil, le signe qu'il attendait. Le moment était venu. Nat Turner passa les 6 mois suivants à se préparer avec soin. Il avançait lentement, délibérément, ne parlant qu'à des hommes en qui il avait une confiance absolue. Il en choisit 4. Arc, que certains appelaient Hercule pour sa force, Henry, réduit en esclavage sur une autre ferme, Nelson, connu pour son sang-froid, et Sam, dont le maître vivait près de la propriété des Travis. Ce n'étaient pas des hommes impulsifs. Ils comprenaient que ce qu'ils préparaient finirait probablement par leur mort, mais ils avaient décidé que certaines choses valaient la peine de mourir pour. Ils prévoyèrent de commencer le 4 juillet 1831, jour de l'indépendance. La date elle-même était un acte de défi, un commentaire amer sur le beau mensonge de la déclaration d'indépendance. Mais Nat tomba malade, et la date passa. Ils attendirent. Ils affinèrent leur plan. Ils essayèrent de ne pas penser à ce que signifierait l'échec. Le 13 août, un autre signe apparut. Le soleil prit une teinte bleu-vert si étrange que même les habitants blancs la mentionnèrent dans leurs lettres et leurs journaux. Les historiens modernes pensent qu'elle fut probablement causée par l'éruption volcanique d'une île de Sicile, dont les particules dans l'atmosphère réfractaient de la lumière de manière inhabituelle. Mais pour Nat Turner, c'était une confirmation divine. L'heure avait sonné. Le dimanche 21 août 1831 fut accablant de chaleur. Une chaleur qui rendait l'air lui-même lourd, qui écrasait les plants de tabac jusqu'à les faire ployer comme en signe de reddition. Cet après-midi-là, les conspirateurs se réunirent dans les bois près de Cabin Pond, suffisamment profondément dans la forêt pour que leur rencontre ne soit pas remarquée. Ils firent rôtir un cochon. 2 nouveaux hommes furent intégrés, Jack, le beau-frère de Arc, et Will, un homme réduit en esclavage loué à Nathaniel Francis. Will était connu pour sa force et pour une rage à peine contenue, ce genre de colère qui bouillonnait juste sous la surface chez tant d'hommes asservis, mais que Will n'avait jamais vraiment appris à dissimuler. Ils parlèrent tout l'après-midi, et jusque dans la soirée. Le plan était simple dans son principe, mais terrifiant dans son exécution. Ils passeraient de maison en maison, tuant les familles esclavagistes dans leur sommeil, rassemblant des armes et des recrues au fur et à mesure. Leur objectif ultime était Jérusalem, où ils s'empareraient de l'armurerie.
Une fois armés, ils croyaient que d'autres les rejoindraient, que la rébellion s'étendrait au-delà du comté de Southampton, peut-être à toute la Virginie, peut-être à tout le sud. Ils feraient leur dernier refuge dans le grand marais d'Ismaël si nécessaire, cette vaste étendue sauvage où aucune milice blanche n'oserait s'aventurer. À l'approche de minuit, ils se préparèrent. Aucun d'eux ne pouvait savoir qu'ils allaient déclencher des événements qui résonneraient dans l'histoire américaine pendant des générations. Ils étaient simplement des hommes qui avaient décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre comme des biens. Aux alentours de 2 heures du matin, le lundi 22 août, ils s'approchèrent de la ferme des Travis. Une échelle fut appuyée contre le côté du bâtiment, menant à une fenêtre à l'étage. Nat grimpa le premier et se glissa à l'intérieur de la maison plongée dans l'obscurité. Ses pieds touchèrent le sol sans faire le moindre bruit. Il se déplaça dans les ombres jusqu'à la porte et l'ouvrit de l'intérieur, laissant entrer les autres. La famille Travis dormait. Joseph Travis, sa femme Sally Moore Travis et le jeune Putnam Moore, le fils de Sally issu de son premier mariage, étaient dans leur lit. Il y avait aussi un bébé, ainsi que Joel Westbrook, un apprenti orphelin qui travaillait pour Travis. Ils s'étaient couchés sans crainte. Et pourquoi aurait-il eu peur? Il vivait dans un endroit où des personnes réduites en esclavage étaient maintenues dans la soumission depuis 200 ans. Ils n'avaient jamais vu de raison de verrouiller leurs portes. Nat Turner saisit une hachette dans l'atelier. Il entra d'abord dans la chambre de Joseph Travis. Il leva la hache et l'abattit, mais sa main trembla, où l'angle était mauvais, et la lame glissa sur la tête de Travis sans le tuer. Travis se réveilla en hurlant. Will poussa Nat de côté et abattit sa hache sans hésitation. Joseph Travis mourut le premier, puis sa femme Sally, puis Putnam Moore, puis Joel Westbrook. Ils commencèrent à partir, quand quelqu'un, les témoignages divergent sur qui, se souvint du nourrisson. Ils revinrent en arrière. Ce qui se produisit ensuite est consigné dans les documents judiciaires avec une précision clinique, mais l'acte lui-même n'a pas besoin de détails graphiques. Ils s'assurèrent qu'il n'y aurait aucun témoin, aucun survivant capable de donner l'alerte avant l'aube. Ils prirent les armes de Travis, de vieux mousquets à silex et des fusils de chasse, pas des armes militaires, mais suffisantes pour s'armer. Ils prirent ses chevaux et ils prirent de son épée, que Nat porterait pendant les 48 heures suivantes. Dans la cour des Travis, alors que la première lueur grise apparaissait à l'est, Nat Turner utilisa cette épée pour entraîner ses hommes à des formations militaires. La scène était irréelle. Des hommes réduits en esclavage jouant à être des soldats, répétant des manœuvres qu'ils avaient vues exécutées par les milices blanches. Austin, qui avait été réduit en esclavage à la ferme des Travis et n'avait pas été inclus dans la conspiration initiale, les rejoignit à ce moment-là. Le groupe comptait désormais 8 hommes. Ils se rendirent ensuite chez Salatiel Francis. Francis était un fermier blanc pauvre qui possédait un seul homme réduit en esclavage. Ils tuèrent Francis alors qu'il était encore au lit. Son esclave s'enfuit. Ils lui tirèrent dessus mais le manquèrent. À chaque maison, ils faisaient le même calcul sinistre. La vitesse contre la minutie. La nécessité d'empêcher quiconque de partir à cheval prévenir les autres. À la ferme de Pietiris, Nat prit une décision qui révèle quelque chose de son état d'esprit. Sa propre femme, Cherry, et ses enfants y étaient réduits en esclavage. À cet instant, il avait le pouvoir de les voir, peut-être même de les emmener avec lui, mais il passa sans s'arrêter. Peut-être savait-il que voyager avec sa famille les ralentirait. Peut-être voulait-il les tenir à l'écart de ce qui allait suivre. Peut-être savait-il que ce n'était pas une mission de sauvetage, mais une guerre. Et qu'en temps de guerre, les préoccupations personnelles doivent être mises de côté. Nous ne connaîtrons jamais son raisonnement, mais ce choix dut lui coûter quelque chose. Ils tuèrent Pietiris et son fils. Ils blessèrent grièvement le contremaître de la ferme, puis poursuivirent leur route. En milieu de matinée, leur rang avait grossi. Sur certaines fermes, des hommes réduits en esclavage se joignirent immédiatement à eux. Sur d'autres, des personnes refusèrent, par peur, par loyauté envers leur maître, ou simplement à cause de l'incertitude paralysante du moment. Les rebelles comprenaient. Ils ne forçaient personne à les rejoindre. Bien que leur simple présence mette en danger chaque personne réduite en esclavage du comté par association. À la ferme d'Elizabeth Turner, ils tuèrent la veuve Elizabeth et sa voisine, Madame Newsom, ainsi que le contremaître Hartwell Peebles. Le groupe se scinda alors. Ark emmena 6 hommes à pied vers la maison d'Henry Bryan, tandis que Nat conduisit 9 hommes à cheval
vers la propriété de Catherine Whitehead. La ferme Whitehead allait devenir le lieu du plus grand nombre de victimes de la rébellion. Catherine Whitehead était veuve. Son foyer comprenait sa mère âgée, son fils adulte Richard, 4 filles et un petit enfant. Lorsque les rebelles arrivèrent, la plupart de la famille se trouvait encore dans la maison. Ils n'eurent pas le temps de fuir. C'est là que Nat Turner ôta personnellement la vie à Catherine Whitehead. L'une des filles de Whitehead, Margaret, réussit à échapper à l'attaque initiale et s'enfuit vers les bois. Nat la poursuivit. Les récits disent qu'il la rattrapa à une certaine distance de la maison, près d'une clôture. Il la frappa avec une traverse de clôture, puis utilisa son épée. Ce fut la seule personne que Nat tua lui-même durant toute la rébellion, un détail qu'il confierait plus tard à l'avocat Thomas Gray. Pourquoi il fut prêt à planifier et diriger une insurrection, mais réticent à tuer de ses propres mains, est une autre question sans réponse simple. Peut-être que les visions divines qui le poussèrent à la rébellion ne s'étendaient pas à l'acte physique de donner la mort. Peut-être comprenait-il son rôle comme celui d'un chef et d'un stratège plutôt que d'un exécuteur. Ou peut-être, à cet instant précis, devait-il prouver à lui-même et à ses hommes qu'il ne leur demanderait jamais de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. À midi, le lundi 22 août, les rebelles avaient tué environ 45 personnes sur plusieurs exploitations. Ils étaient désormais environ 60 hommes, certains à cheval, d'autres à pied, armés de tout ce qu'ils avaient pu rassembler, haches, gourdins, fusils, couteaux, outils agricoles. Ils se dirigèrent vers Jérusalem, suivant un itinéraire qui les faisait passer devant les plus grandes plantations où ils espéraient recruter davantage d'hommes. Mais l'alerte les avait précédés. Quelques personnes avaient réussi à s'échapper et à prévenir les autres. Les familles blanches fuyaient vers Jérusalem ou se barricadaient dans leurs maisons. Des hommes se rassemblaient, s'armaient, s'organisaient. L'effet de surprise était perdu. Les heures suivantes détermineraient si la rébellion de Nat Turner deviendrait une révolution ou un massacre. En poursuivant, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous auriez fait dans cette situation. Si vous aviez été réduit en esclavage et que vous aviez appris que d'autres s'étaient soulevés, les auriez-vous rejoints, connaissant les conséquences presque certaines, ou vous seriez-vous caché, espérant survivre? Faites part de vos réflexions. Ce qui se produisit ensuite nous révèle quelque chose de la nature humaine, à la fois inspirant et terrifiant. L'après-midi du 22 août vit tout commencer à se désagréger. À environ 5 kilomètres de Jérusalem, les rebelles rencontrèrent leur première résistance organisée. Un petit groupe d'hommes blancs armés s'était positionné à la ferme de James Parker. Les deux camps échangèrent des coups de feu. Les rebelles, bien qu'en surnombre, furent repoussés. La plupart n'avaient jamais combattu auparavant, n'avaient jamais affronté des personnes qui tiraient en retour. Les défenseurs blancs, bien que moins nombreux, avaient l'avantage de la position et de l'expérience des armes. Les rebelles se replièrent dans un certain désordre, se regroupant dans les bois. Nat Turner tenta de les maintenir unis, de les rallier pour une nouvelle tentative vers Jérusalem. Ils se rendirent à une autre ferme, pensant y trouver des recrues et des provisions. Mais l'alerte s'était propagée plus vite qu'eux. Des hommes blancs convergèrent de toutes parts, milices locales, volontaires des comtés voisins, et même des hommes venus de Caroline du Nord, pour aider à écraser ce qu'ils considéraient comme une menace existentielle. Le soir venu, lorsque les rebelles établirent leur camp sur la plantation de Thomas Ridley, Turner n'avait plus qu'environ 40 hommes avec lui. Ils étaient épuisés, affamés, et commençaient à comprendre que leur fenêtre d'opportunité se refermait. Certains des hommes qui les avaient rejoints le matin s'étaient déjà éclipsés, se fondant dans les bois, espérant regagner leur ferme avant que leur absence ne soit remarquée. La nuit fut tendue. Des sentinelles furent postées. Chaque bruit dans l'obscurité pouvait annoncer l'approche d'une milice. Juste avant l'aube, les sentinelles crurent entendre quelque chose et allèrent vérifier. Elles ne trouvèrent rien. Mais lorsqu'elles revinrent au camp, leur arrivée effraya les autres rebelles. Il y eut une agitation, des cris, de la confusion dans l'obscurité. Plusieurs hommes s'enfuirent dans les bois. Au lever du soleil, le mardi 23 août, les forces de Turner avaient encore diminué. Ils firent une dernière tentative en s'approchant de la plantation de Samuel Blunt, pensant qu'ils l'avaient abandonnée. Mais Blunt et 5 autres hommes blancs avaient fortifié la maison. Lorsque les rebelles approchèrent, ils ouvrirent le feu depuis les fenêtres. Les rebelles se dispersèrent. Dans le chaos, Nat Turner fut séparé des autres.
La rébellion était pratiquement terminée. Moins de 48 heures après son déclenchement, l'armée de Turner s'était dissoute. De petits groupes de rebelles étaient traqués dans les bois par des nombres croissants d'hommes blancs armés. Certains furent capturés, d'autres abattus. Quelques-uns réussirent à se cacher, restant tapis dans les marécages et les forêts, espérant survivre jusqu'à ce que la fureur retombe. Mais la fureur ne faisait que commencer. Lorsque la nouvelle de la rébellion atteignit le reste de la Virginie et les États voisins, la réponse fut immédiate et écrasante. En quelques jours, près de 3000 hommes armés convergèrent vers le comté de Southampton. Milices de Virginie et de Caroline du Nord, troupes fédérales, volontaires désireux de participer à l'écrasement de ce qu'ils considéraient comme une insurrection servile. Le nombre d'hommes armés dans le comté de Southampton dépassa bientôt l'ensemble de la population blanche de la région. Ce qui suivit fut une campagne de représailles qui choqua même certains observateurs blancs qui en furent témoins. Des foules armées parcoururent le comté, cherchant toute personne soupçonnée d'avoir participé à la rébellion. Elles n'étaient pas exigeantes quant aux preuves. La peau noire suffisait comme preuve. Un rédacteur en chef d'un journal de Richmond, venu sur place pour couvrir les événements, écrivit que les représailles blanches n'étaient guère inférieures en barbarie aux atrocités commises par les rebelles. Des hommes blancs, ivres de peur et de rage, tuèrent des personnes noires, esclaves comme libres, dans tout le comté. Ils plantèrent certaines têtes sur des pics le long des routes pour servir d'avertissement. Ils commirent des actes de torture, afin d'extorquer des informations sur d'éventuels autres conspirateurs. Le nombre exact de personnes tuées lors de cette vague de violence ne sera jamais connu. Les témoignages contemporains évoquent jusqu'à 120 personnes noires tuées par des foules blanches dans les jours qui suivirent la rébellion. La plupart étaient totalement innocentes de toute implication. Certaines avaient même aidé des familles blanches à se cacher ou à fuir. Cela n'avait aucune importance. La terreur ressentie par les Virginiens blancs, la prise de conscience soudaine que les personnes qu'ils réduisaient en esclavage pouvaient les haïr au point de vouloir les tuer, se manifesta par une violence aveugle. Une compagnie de milices du comté de Hertford, en Caroline du Nord, aurait tué 40 personnes noires en une seule journée et pillé les corps, emportant 23 $ et une montre en or. Leur capitaine, Solon Borland, condamna ces actes, non parce qu'il s'agissait de meurtre, mais parce que voler des esclaves morts revenait, selon lui, à voler les hommes blancs qui les possédaient. Les rebelles capturés furent jugés par des tribunaux spéciaux convoqués pour la rébellion, des cours doyés et terminés, où des juges, et non des jurys, décidèrent de la culpabilité. Les procès furent expéditifs. Entre la fin août et la mi-novembre, des dizaines de personnes réduites en esclavage furent jugées. 30 furent exécutées après leur procès. Plusieurs autres furent déportés hors de Virginie et vendus dans le sud profond comme punition. Les corps des exécutés furent parfois disséqués ou exposés comme avertissement. Mais Nat Turner, lui, demeurait introuvable. Pendant 10 semaines, alors que le comté de Southampton était occupé par des milliers d'hommes armés et que les habitants blancs vivaient dans un état de panique permanente, Nat Turner se cacha à la vue de tous. Il ne quitta jamais le comté de Southampton. Il resta à quelques kilomètres seulement de l'endroit où la rébellion avait commencé, se déplaçant entre plusieurs cachettes qu'il avait préparées ou découvertes. Les jours qui suivirent immédiatement l'effondrement de la rébellion furent sans doute les plus dangereux. Les bois regorgeaient d'hommes armés traquant les rebelles, et ils n'étaient pas regardants quant à leur cible. Toute personne noire trouvée hors de l'endroit auquel elle était assignée pouvait être exécutée sur le champ. Le bruit des coups de feu résonnait constamment dans les forêts durant ces premières semaines. Parfois des hommes tirant sur des ombres, parfois sur de véritables fugitifs, parfois sur des personnes qui n'avaient rien à voir avec la rébellion, mais avaient le malheur de se trouver au mauvais endroit. La première cachette de Turner était ingénieuse par sa simplicité. Il avait trouvé un immense pin abattu par une tempête, dont le système racinaire avait arraché un disque de terre de près de 2 mètres de diamètre. L'espace créé sous les racines formait une grotte naturelle, que Turner agrandit en creusant plus profondément dans le sol sablonneux. Il tapissa l'espace d'aiguilles de pin et couvrit l'entrée avec des traverses de clôture prises sur une propriété voisine, puis dissimula le tout avec des branches et des feuilles. À moins de savoir exactement où regarder, à moins de se tenir directement au-dessus, on passait devant sans rien remarquer. Il resta allongé dans ce trou pendant 6 semaines. Pensez-y,
6 semaines dans un espace à peine assez grand pour s'y étendre, sous la chaleur d'août et de septembre en Virginie. La température à l'intérieur devait être étouffante. L'humidité rendait l'air presque liquide. Il n'avait aucune lumière, sauf celle qui filtrait à travers les interstices de sa cachette. Il entendait tout ce qui se passait à l'extérieur. Les groupes de recherche, les chiens, les coups de feu occasionnels lorsqu'on croyait avoir repéré quelque chose. La nuit, lorsque les recherches cessaient temporairement, il rampait juste assez loin pour atteindre une petite source située à une vingtaine de mètres de sa cachette. Il buvait, se soulageait, puis retournait dans son trou avant l'aube. Il n'osait pas allumer de feu. Il mangeait la nourriture que lui laissèrent des personnes qui savaient approximativement où il se trouvait. Des personnes réduites en esclavage des fermes voisines qui risquaient leur propre vie pour le maintenir en vie. L'une de ces personnes était une femme dont le nom s'est perdu dans l'histoire. Les documents judiciaires ne la mentionnent que comme une femme des environs, interrogée pour avoir ravitaillé Turner, sans jamais être inculpée, peut-être parce que les autorités ne purent prouver qu'elle l'avait fait en toute connaissance de cause. Elle laissait du pain de maïs enveloppé dans un tissu près de certains arbres, ou des patates douces enterrées dans des trous peu profonds, marqués par des arrangements précis de pierre. Turner trouvait ses caches la nuit et prenait ce dont il avait besoin, en veillant toujours à perturber le moins possible les lieux. Le poids psychologique de ces semaines est impossible à imaginer. Turner restait allongé dans l'obscurité, écoutant des hommes le traquer, sachant que des dizaines de personnes avaient été tuées à cause de ce qu'il avait déclenché. Il savait que des innocents, des gens qui n'avaient rien à voir avec la rébellion, étaient exécutés. Il savait que sa femme avait été torturée pour obtenir des informations. Il savait que chaque jour où il restait libre, d'autres personnes pouvaient mourir en représailles. Pourtant, il ne se rendit pas. Pendant ce temps, la population blanche du comté de Southampton vivait dans un état de terreur prolongé, frôlant l'hystérie collective. Des familles, qui avaient vécu paisiblement pendant des générations, ne parvenaient plus à dormir la nuit. Des hommes montèrent la garde avec des armes chargées, sursautant au moindre bruit. Des femmes refusèrent de rester seules chez elles. Les enfants étaient gardés à l'intérieur. Les rythmes normaux de la vie agricole furent bouleversés, car trop de gens avaient peur de travailler dans leurs champs. Les rumeurs se propagèrent sans contrôle. Certains affirmaient que Turner avait fui vers le nord. D'autres juraient l'avoir vu diriger un nouveau groupe de rebelles dans le grand marais d'Ismail. Des rapports, tous faux, évoquaient d'autres insurrections prévues dans les comtés voisins. Une femme du comté de Sussex déclara avoir surpris des personnes réduites en esclavage parlant de rejoindre Turner. Les hommes qu'elle accusa furent arrêtés et interrogés. 2 furent exécutés sur la seule base de son témoignage concernant une conversation qu'elle avait peut-être mal entendue ou inventée. L'occupation militaire du comté de Southampton fut extraordinaire. 3000 hommes armés dans un comté d'environ 15 000 habitants. Des barrages furent installés sur les routes. Des maisons, noires comme blanches, furent fouillées à la recherche d'armes ou de preuves de complot. Des interrogatoires eurent lieu, et ils n'étaient pas doux. Des hommes et des femmes furent fouettés pour extorquer des informations. Certains furent torturés de manière que les journaux de l'époque refusèrent de décrire, se contentant d'écrire que des méthodes furent employées qu'aucun chrétien ne devrait contempler. Le gouverneur John Floyd, à Richmond, recevait des rapports quotidiens sur la situation. Sa correspondance privée de cette période révèle un homme profondément ébranlé par les implications de la rébellion. Dans ses lettres à d'autres gouverneurs, il suggérait que des abolitionnistes du Nord devaient être impliqués. L'idée que des personnes réduites en esclavage aient pu organiser une telle action par elles-mêmes était trop menaçante pour être acceptée. Il proposa de nouvelles lois restreignant non seulement les déplacements des esclaves, mais aussi les activités des Blancs susceptibles de sympathiser avec l'abolition. La peur ne se limita pas à la Virginie. La nouvelle de la rébellion se répandit dans le sud comme une traînée de poudre, portée par les journaux, les lettres et les voyageurs. En Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Alabama, partout où l'esclavage existait, les communautés blanches renforcèrent leur contrôle. Les patrouilles d'esclaves devinrent plus fréquentes et plus brutales. Des lois furent adoptées ou durcies. La brève période des années 1820, durant laquelle certains sudistes s'étaient discrètement demandé si l'esclavage était viable, prit fin brutalement. Après 6 semaines dans sa première cachette, les provisions de Turner s'épuisèrent. Là où les personnes qui lui laissèrent de la nourriture, peut-être la femme anonyme, peut-être d'autres, ne pouvaient plus le faire sans danger.
La zone autour de sa cachette était trop surveillée. Il prit alors une décision. Il sortirait la nuit pour comprendre ce qui se passait et voir si la vaste chasse à l'homme avait diminué, afin de déterminer son prochain mouvement. Pendant les 2 semaines suivantes, Turner devint nocturne. Il quittait sa cachette après la tombée de la nuit et se déplaçait dans le comté comme un fantôme, restant dans les forêts et les marécages, évitant routes et habitations. Il écoutait aux lisières des propriétés, surprenant des conversations. Il apprit que la plupart des milices étaient rentrées chez elles, que le sentiment de crise immédiate s'était dissipé. Il apprit que ces hommes avaient été capturés ou tués. Il apprit que des procès avaient lieu à Jérusalem. À plusieurs reprises, il faillit être découvert. Une fois, alors qu'il buvait à un ruisseau, il entendit des chiens approcher et dut grimper dans un arbre, se plaquant contre le tronc, tandis qu'un groupe de recherche passait en dessous, leurs lanternes projetant des ombres mouvantes dans les bois. Une autre fois, il manqua de peu de tomber sur un groupe d'hommes campés dans une clairière, ne les découvrant qu'en entendant leur voix et en sentant l'odeur de leur feu. Il apprit aussi, lors de ses errances nocturnes, le prix de la rébellion. Il entendit des hommes blancs parler des représailles, du nombre de personnes noires tuées. Il les entendit en plaisanter, en parler avec désinvolture, comme s'ils discutaient de la chasse aux cerfs plutôt que de l'exécution d'êtres humains. Quelle que soit la justification morale que Turner avait construite pour la rébellion, et il croyait clairement qu'elle était ordonnée par Dieu, elle devait désormais être mise en balance avec la réalité de ce qui avait suivi. Durant cette période, Turner ne tenta apparemment jamais de quitter le comté de Southampton. Il aurait pu prendre la route du Nord. Avec son intelligence, sa capacité à lire et sa connaissance du terrain, il aurait peut-être réussi. D'autres avaient réussi à s'échapper de Virginie et à atteindre des États libres. Mais Turner resta. Certains historiens estiment qu'il attendait une nouvelle occasion, qu'il croyait encore possible de rallumer la rébellion s'il parvenait à rassembler d'autres partisans. D'autres pensent qu'il se sentait responsable des hommes qu'il avait suivis, et qu'abandonner leur sort lui semblait une trahison pire que la mort. Au début du mois d'octobre, Turner se déplaça vers une nouvelle cachette. Cette cachette était encore plus audacieuse, une dépression semblable à une grotte sous un autre arbre abattu. Elle se trouvait sur un terrain appartenant à un homme nommé Peter Edwards, à moins d'1 mile de l'endroit où la rébellion avait commencé. Les autorités avaient déjà fouillé cette zone à plusieurs reprises. Peut-être Turner pensait-il qu'il ne la fouillerait pas de nouveau. Ou peut-être n'avait-il tout simplement plus d'options. Il creusa plus profondément dans cette nouvelle cachette, créant un espace suffisamment grand pour pouvoir s'y asseoir. Il rassembla des provisions, des racines, des plantes sauvages, tout ce qu'il pouvait trouver la nuit. Il s'y installa, en sachant sans doute que cela ne pourrait pas durer éternellement. Chaque jour passé caché était un jour de vie gagné, mais les probabilités jouaient désormais contre lui. Le matin du 30 octobre 1831, un fermier nommé Benjamin Phipps parcourait sa propriété. Phipps ne faisait plus partie des groupes de recherche actifs. La plupart des hommes étaient retournés à leurs occupations habituelles. Mais tous, dans le comté, restaient vigilants. Phipps portait désormais un fusil de chasse par habitude, chose qu'il ne faisait pas avant le mois d'août. Quelque chose attira son attention près de la limite de son terrain. Une forme dans le sol qui ne semblait pas tout à fait naturelle. Peut-être la disposition des traverses de clôture, ou le fait que les feuilles qui les recouvraient semblaient trop soigneusement placées. Il s'approcha lentement, le fusil levé. En se rapprochant, il vit que les traverses dissimulaient quelque chose, un espace creux sous l'arbre tombé. « Sors !» appela Phipps. Sa voix était calme, mais son cœur devait battre à tout rompre. Il y eut un long silence, puis un mouvement. Les traverses bougèrent, et Nat Turner sortit de sa cachette. Les récits de l'apparence de Turner varient, mais tous s'accordent sur certains points. Il était extrêmement maigre. Ses vêtements étaient en lambeaux. Sa peau était couverte de saleté et de piqûres d'insectes. Il avait probablement perdu une 15aine de kilos. Ses yeux restaient vifs, intelligents, mais il portait une fatigue qui allait bien au-delà du physique. Phipps déclara plus tard que Turner ne semblait pas surpris d'être découvert, presque comme s'il s'y attendait. « Êtes-vous Nat Turner ?» demanda Phipps, bien qu'il ait dû connaître la réponse. Turner hocha la tête. Il ne tenta pas de s'enfuir. Il ne résista pas lorsque Phipps lui fit signe, avec son arme, d'avancer devant lui. Alors qu'il se dirigeait vers la maison de Phipps, Turner aurait posé une seule question. « Combien de mes hommes sont encore en vie ?» Phipps lui dit la vérité. La plupart étaient morts,
ou attendaient leur exécution. Turner ne dit rien de plus. La nouvelle de la capture se répandit dans le comté de Southampton en quelques heures. Dès l'après-midi, des gens arrivèrent des fermes et des villes voisines, désireux de voir l'homme qui avait terrorisé la Virginie pendant 10 semaines. Phipps garda Turner enfermé dans une remise verrouillée sur sa propriété pendant la nuit, le gardant personnellement. La foule à l'extérieur grossissait. Certains voulaient lyncher Turner immédiatement pour éviter la formalité d'un procès. Phipps, soit par respect des procédures légales, soit par crainte d'être accusé d'avoir privé l'État de son trophée, s'y opposa. Il avait capturé Nat Turner. L'État déciderait de son sort. Le lendemain matin, le 31 octobre, Turner fut transféré à Jérusalem sous forte escorte. La route était bordée de personnes venues l'apercevoir. Certaines lançaient des insultes, d'autres se contentaient de le regarder en silence. Turner fut placé seul dans la prison du comté. C'était un simple bâtiment de briques, et sa cellule mesurait probablement environ 2 mètres sur 3, avec une petite fenêtre grillagée. Des gardes étaient postés en permanence à l'extérieur. Quelques jours plus tard, Thomas Ruff Gray et un associé approchèrent les geôliers avec une proposition. Gray était un jeune avocat, sans grand succès, qui voyait en Nat Turner une opportunité. S'il parvenait à faire raconter à Turner son histoire, à obtenir une confession détaillée de la rébellion, il pourrait la publier et gagner de l'argent. Et plus encore, se faire un nom. Les geôliers, après consultation des autorités locales, acceptèrent. Gray obtint l'accès à Turner. Ce qui suivit donna naissance à l'un des documents les plus remarquables de l'histoire américaine, même si les historiens débattent encore de la part exacte des paroles de Turner et de ce qui relève de l'interprétation ou de l'invention de Gray. Pendant plusieurs jours, Gray s'assit avec Turner dans sa cellule, posant des questions, prenant des notes. Turner, qui n'avait plus rien à perdre, répondit. Le récit publié par Gray décrit Turner comme calme, articulé et totalement dépourvu de remords. Turner expliqua en détail ses visions, l'esprit qui lui avait parlé, les signes dans le ciel, la conviction que Dieu l'avait choisi pour conduire son peuple hors de la servitude. Il décrivit la planification de la rébellion, le rassemblement à Cabin Pond, la décision de commencer à la ferme des Travis. Il nomma les autres conspirateurs, dont la plupart étaient déjà morts ou capturés. Il ne fournissait donc pas aux autorités d'informations qu'elles n'avaient pas déjà. Lorsque Gray lui demanda s'il regrettait ses actes, compte tenu du nombre de personnes noires tuées en représailles, la réponse de Turner fut glaçante de certitude. Il déclara avoir fait ce que l'esprit lui avait ordonné, que ces morts étaient regrettables, mais nécessaires, et que s'il pouvait recommencer, il le ferait. Il ne voyait pas la rébellion comme un échec, mais comme le premier acte de quelque chose de plus vaste, une guerre qui finirait par éclater, que les Blancs du Sud veuillent l'admettre ou non. Dans ses commentaires écrits entourant les paroles de Turner, Gray tenta de le présenter comme un fanatique religieux, un homme délirant dont les visions relevaient de la maladie mentale plutôt que de l'inspiration divine. Mais Gray ne parvint pas à masquer complètement l'intelligence des réponses de Turner, ni la cohérence de son raisonnement dans son propre cadre théologique. Les lecteurs des confessions furent laissés face à une conclusion dérangeante. Nat Turner n'était pas fou. C'était un homme rationnel qui avait fait un calcul rationnel, que la mort valait mieux que l'esclavage, et que toute action contre l'esclavage, aussi violente soit-elle, était justifiée. La publication des confessions fut retardée jusqu'après le procès de Turner, mais Gray préparait déjà le manuscrit, négociait déjà avec les imprimeurs. Il fit signer Turner sur chaque page, pour en garantir l'authenticité. On ignore si Turner comprenait pleinement que Gray tirerait profit de ses paroles. Peut-être voulait-il simplement que son histoire soit racontée, que les gens comprennent pourquoi il avait agi ainsi. Le procès de Turner eut lieu le 5 novembre 1831, seulement 6 jours après sa capture. Ce n'était pas un procès au sens véritable du terme. L'issue était déterminée d'avance, mais la loi de Virginie exigeait certaines procédures, même pour une personne réduite en esclavage accusée de rébellion. Turner se vit attribuer un avocat, James Strange French, nommé par le tribunal. La tâche de French était impossible. Son client avait avoué. Les preuves étaient écrasantes. L'opinion publique exigeait l'exécution. La salle d'audience était bondée. Des personnes étaient venues de toute la Virginie pour assister au procès. Des gardes armés se tenaient à chaque entrée. Turner fut amené enchaîné. Les chefs d'accusation furent lus. Complot en vue de se rebeller et insurrection. En Virginie, en 1831, ces accusations ne pouvaient mener qu'à une seule peine. L'accusation présenta rapidement son dossier.
Des témoins affirmèrent avoir vu Turner pendant la rébellion, avoir découvert des corps dans les fermes qu'il avait visitées, attestèrent de son rôle de chef. La confession donnée à Gray fut lue au procès. French ne présenta aucune véritable défense. Que pouvait-il dire? Que son client avait eu raison? Cela l'aurait probablement conduit lui-même en prison. Que Turner était fou? Les propres paroles de Turner contredisaient cette thèse. French se contenta de déclarer que son client s'en remettait à la clémence du tribunal. Il n'y eut aucune clémence. Les juges, il n'y avait pas de jury dans ces cours spéciales d'Oyer et terminées, délibérèrent moins d'1 heure. Ils rendirent le verdict inévitable. Coupable. La sentence était la mort par pendaison, à exécuter le 11 novembre 6 jours plus tard. Turner ne montra aucune émotion lorsque la sentence fut prononcée. Il savait ce qui l'attendait. Peut-être avait-il accepté la mort des semaines plus tôt, pendant ces longues journées et nuits passées sous les arbres abattus. Peut-être l'avait-il accepté en août, lorsqu'il leva pour la première fois une hache contre Joseph Travis. Ou peut-être n'avait-il jamais craint la mort, convaincu que ce qui venait après serait meilleur que ce qu'il avait enduré. Durant les 6 jours entre la condamnation et l'exécution, Turner reçut plusieurs visites. Certaines venaient par curiosité, après avoir soudoyé les gardes pour voir le rebelle célèbre. D'autres étaient des ministres qui tentèrent de le convaincre de renier ses visions, d'admettre qu'il avait été trompé par Satan plutôt qu'inspiré par Dieu. Turner refusa. Jusqu'au bout, il maintint qu'il avait agi selon la volonté divine. Le 11 novembre 1831, vers midi, Nat Turner fut conduit de sa cellule à l'échafaud dressé près du tribunal de Jérusalem. La foule venue assister à son exécution comptait des centaines de personnes, peut-être plus d'1 millier. Elle venait de tout le sud-est de la Virginie, de Caroline du Nord, et même de Richmond. Certains étaient animés par la colère, voulant voir la justice s'accomplir, d'autres par une curiosité morbide. Quelques-uns, sans oser l'exprimer, étaient là pour honorer un homme qu'ils considéraient comme un martyr. Turner monta seul à l'échafaud. Ses chaînes avaient été retirées. Elles n'avaient plus d'utilité. Il gravit les marches. Le bourreau était Edward Butts, le shérif adjoint du comté de Southampton. Un ministre lui offrit une dernière occasion de se repentir. Turner refusa. Lorsqu'on lui demanda s'il avait des dernières paroles, Turner aurait simplement répondu « Le Christ n'a-t-il pas été crucifié ?» La pendaison fut rapide. La trappe s'ouvrit. Turner chuta. Sa nuque se brisa. Il mourut presque instantanément. Son corps resta pendu pendant 1 heure, selon l'usage, pour s'assurer de la mort et servir d'avertissement. Puis il fut décroché. Ce qui arriva ensuite au corps de Turner marque le moment où l'histoire bascule dans l'horreur. Selon plusieurs témoignages contemporains, son corps ne fut pas simplement enterré. Il fut disséqué, prétendument à des fins d'études médicales. Un prétexte, très probablement. Son corps fut écorché, sa peau conservée. Des fragments de son squelette furent gardés comme souvenir. Son crâne aurait circulé parmi plusieurs familles blanches du comté de Southampton et au-delà. Jusqu'aux années 1990, une famille de Virginie affirmait encore le posséder, bien que des tests ADN n'aient jamais permis d'en confirmer l'identité de manière concluante. Cette profanation du corps de Turner avait un objectif qui dépassait la simple vengeance. Il s'agissait de le réduire d'homme à objet, de lui retirer jusqu'à la dignité dans la mort. Mais, à long terme, l'effet fut inverse. Plus les Virginiens blancs tentèrent d'effacer Nat Turner, d'en faire un simple exemple dissuasif ou un symbole de sauvagerie noire, plus il devint un symbole de résistance. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ce qu'il représente. Alors même que l'on croyait avoir atteint le summum de l'horreur de ce qui s'était produit dans le comté de Southampton, les conséquences se révélèrent encore plus glaçantes. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères sombres de l'histoire américaine. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir un contenu qui n'évite pas les aspects les plus difficiles de notre passé. Et abonnez-vous, car nous allons maintenant explorer comment la Virginie tenta d'enterrer cette histoire et pourquoi elle terrorisa le Sud pendant des décennies. La réaction du Sud à la rébellion de Nat Turner révéla des peurs qui avaient toujours couvé sous la surface de la société esclavagiste, ainsi que les extrêmes auxquels le système était prêt à aller pour se protéger. En quelques semaines, les États du Sud adoptèrent de nouvelles lois destinées à empêcher toute insurrection similaire. La Virginie fit passer une législation rendant illégal l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux personnes réduites en esclavage. La logique était simple. Si Nat Turner avait pu lire la Bible,
et l'interpréter par lui-même, alors l'alphabétisation devenait dangereuse. La loi prévoyait des sanctions sévères. Les Blancs qui enseignaient la lecture aux esclaves pouvaient être condamnés à des amendes et à la prison. Les personnes noires libres qui le faisaient pouvaient être fouettées ou réduites de nouveau en esclavage. Mais la réponse législative alla bien au-delà des lois sur l'alphabétisation. L'Assemblée générale de Virginie réécrivit pratiquement l'ensemble du cadre juridique régissant la vie des personnes asservies, créant ce qui équivalait à un État policier au sein même de l'État. Les personnes réduites en esclavage ne pouvaient plus tenir de réunions religieuses sans la présence d'un blanc. Pas nécessairement un ministre, mais n'importe quel adulte blanc capable de signaler une activité suspecte. La loi précisait que tout rassemblement de plus de 5 personnes asservies à des fins religieuses sans supervision blanche était illégal et passible de coups de fouet. Cela détruisit les communautés religieuses noires indépendantes qui existaient çà et là en Virginie, des espaces où les personnes asservies trouvaient non seulement un réconfort spirituel, mais aussi de rares occasions de parler librement, de maintenir leurs traditions culturelles, d'être autre chose que de la propriété. Les lois restreignirent également les déplacements d'une manière sans précédent. Auparavant, les personnes asservies munies d'un laissez-passer écrit de leur propriétaire pouvaient circuler relativement librement dans certaines limites. Après Turner, ces laissez-passer devaient indiquer des destinations précises, des heures exactes de départ et de retour, ainsi que l'objet précis du déplacement. Toute personne trouvée sans documents appropriés pouvait être arrêtée, fouettée et renvoyée à son propriétaire, lequel était ensuite amendé pour avoir laissé sa propriété vagabonder. Les patrouilles d'esclaves, qui existaient déjà mais fonctionnaient de manière intermittente, devinrent omniprésentes sur les routes de Virginie. Des hommes blancs pauvres étaient payés pour parcourir la campagne la nuit, arrêter toute personne noire rencontrée, vérifier les papiers et utiliser le moindre prétexte pour infliger une violence destinée à renforcer l'ordre social. Plus insidieuse encore, les nouvelles lois créèrent des incitations à la délation au sein même des communautés asservies. Toute personne réduite en esclavage qui signalait un complot, réel ou imaginaire, se voyait promettre la liberté et une récompense financière. Cette disposition empoisonna la confiance qui existait entre les personnes asservies. Comment se confier à quelqu'un quand cette personne pouvait vous voir comme son billet vers la liberté? Les architectes de ces lois comprenaient une chose essentielle. La résistance exige la solidarité et la solidarité exige la confiance. Détruisez la confiance et vous détruisez la capacité de rébellion organisée. L'impact économique de ces restrictions fut considérable, mais jugé nécessaire. Les personnes asservies qui étaient louées pour travailler en ville, une pratique courante qui permettait à certaines de développer des compétences et parfois de gagner de petites sommes, furent soudainement interdites de ces arrangements dans de nombreux cas. La crainte était que les environnements urbains, avec leur anonymat et le mélange de populations libres et asservies, offrent trop d'occasions de conspiration. Certaines villes de Virginie adoptèrent des ordonnances interdisant aux personnes asservies de vivre dans les limites urbaines, sauf si elles étaient domestiques, directement surveillées par leurs propriétaires. Cela repoussa encore davantage les communautés noires dans l'isolement, loin des rares possibilités d'éducation ou d'avancement économique que les villes pouvaient parfois offrir. La répression s'étendit aux personnes noires libres, avec une férocité révélant à quel point leur liberté avait toujours été fragile. Dans les mois qui suivirent la rébellion, plusieurs comtés de Virginie expulsèrent pratiquement leur population noire libre par une combinaison de harcèlement officiel et de terreur officieuse. Des propriétaires noirs libres virent soudain leur titre de propriété contesté devant les tribunaux. Des artisans noirs libres ne purent plus obtenir de licence pour exercer leur métier. Le message était clair. Votre liberté est conditionnelle, révocable, dépendante d'une tolérance blanche qui peut disparaître du jour au lendemain. Des centaines de familles noires libres quittèrent la Virginie au début des années 1830, migrant vers les États du Nord ou vers le Liberia, la colonie africaine créée par l'American Colonization Society, pour y envoyer des personnes noires libres que de nombreux Américains blancs ne voulaient pas voir vivre parmi eux. La loi interdit également aux personnes asservies de se rassembler pour des services religieux à moins qu'un ministre blanc ne soit présent. Les prédicateurs noirs, autrefois courants dans le Sud, furent soudainement considérés avec une profonde suspicion. Les églises noires indépendantes furent fermées ou placées sous supervision blanche. Le message était sans ambiguïté.
Les personnes noires ne pouvaient pas être autorisées à interpréter les Écritures par elles-mêmes, car elles pourraient y trouver, comme Turner, une justification à la rébellion. Les personnes noires libres perdirent des droits qu'elles avaient auparavant. Elles ne purent plus siéger dans des jurys ni témoigner contre des Blancs devant les tribunaux. Leur liberté elle-même devint précaire. Toute personne noire libre pouvait être réduite de nouveau en esclavage sur le fondement juridique le plus fragile. Certaines familles noires libres, établies en Virginie depuis des générations, commencèrent à quitter l'État, comprenant que leur statut n'était plus sûr. La Caroline du Nord, le Maryland et d'autres États esclavagistes adoptèrent des lois similaires. L'effet fut de rendre l'esclavage plus totalitaire, plus absolu. Avant Turner, il existait un espace, étroit et fragile, mais réel, permettant aux personnes asservies de développer leurs propres institutions et pratiques culturelles. Après Turner, cet espace s'effondra. Le système resserra son emprise. L'impact psychologique sur les Blancs du Sud fut profond et durable. La rébellion détruisit une croyance fondamentale de nombreux esclavagistes. L'idée que les personnes qu'ils asservissaient les connaissaient personnellement, éprouvaient même de l'affection pour eux et ne leur feraient donc jamais de mal. Joseph Travis, dans la maison duquel la rébellion avait commencé, n'était pas réputé particulièrement cruel. Selon les standards de l'époque, il était considéré comme raisonnable. Pourtant, Nat Turner, qui avait vécu et travaillé à ses côtés, l'avait tué sans hésitation. Cela troubla profondément les familles esclavagistes de tout le Sud. Si un bon maître pouvait être assassiné par ses esclaves, alors personne n'était en sécurité. La mythologie paternaliste de l'esclavage, l'idée que maîtres et esclaves vivaient dans une relation d'obligation mutuelle, bien qu'inégale, devint de plus en plus difficile à soutenir. Cette paranoïa se manifesta dans la vie quotidienne de mille façons. Des femmes blanches, qui n'avaient jamais hésité à rester seules avec des domestiques asservis, exigèrent soudain la présence d'autres blancs. Les couteaux et autres objets pouvant servir d'armes furent enfermés la nuit. Certaines familles commencèrent à dormir avec des pistolets chargés sous leurs oreillers. Les enfants furent instruits de se méfier des personnes asservies qui les élevaient, les nourrissaient, prenaient soin d'eux. L'intimité forcée par l'esclavage, le fait que les personnes asservies travaillaient dans les espaces les plus privés des foyers blancs, manipulaient leur nourriture, s'occupèrent de leurs enfants, devint une source constante d'angoisse sourde. La rébellion accéléra également des tendances déjà à l'œuvre dans l'esclavage sudiste. Le commerce intérieur des esclaves, qui s'était développé depuis l'interdiction constitutionnelle de l'importation d'esclaves d'Afrique entrée en vigueur en 1808, explosa après la rébellion de Turner. La Virginie et d'autres États du Haut-Sud, où l'épuisement des sols rendait l'agriculture à grande échelle moins rentable, devinrent des exportateurs d'êtres humains vers les plantations de coton en pleine expansion du Sud profond. Des milliers de personnes asservies en Virginie furent vendues vers le Sud dans les années 1830 et 1840. Cela servait plusieurs objectifs. C'était lucratif pour des planteurs de Virginie à court d'argent. Cela réduisait la concentration de personnes asservies dans des régions comme la Tidewater, où elles étaient plus nombreuses que les Blancs. Et cela brisait les réseaux potentiels de résistance en dispersant les communautés. La terreur d'être vendu vers le Sud devint l'un des outils de contrôle les plus puissants dans le Haut-Sud. Les personnes asservies en Virginie savaient que l'Alabama, le Mississippi et la Louisiane avaient la réputation de conditions brutales, et qu'y être vendu signifiait souvent ne jamais revoir sa famille, que le travail dans les champs de coton était plus dur, et les contremaîtres plus cruels que tout ce que l'on connaissait en Virginie. La menace d'être vendu vers le Sud planait sur chaque personne réduite en esclavage, une punition pire que le fouet, car elle détruisait tout, la famille, la communauté, toute forme de familiarité ou de sécurité que l'on avait réussi à construire. Les parents disaient à leurs enfants d'être obéissants, de ne jamais donner matière à reproche, car l'alternative était d'être vendu loin des siens. La colonisation intérieure du Sud profond s'est construite en partie sur la peur que Nat Turner avait suscitée. La rébellion mit fin à ce qui restait du mouvement pour l'émancipation progressive en Virginie. Dans les mois qui suivirent l'exécution de Turner, environ 2000 Virginiens adressèrent des pétitions à la législature pour commencer à démanteler l'esclavage. Ce n'étaient ni des radicaux, ni des abolitionnistes. Beaucoup étaient eux-mêmes propriétaires d'esclaves, qui en étaient venus à considérer l'esclavage comme économiquement inefficace ou moralement troublant. Thomas Jefferson Randolph, petit-fils de Thomas Jefferson,
présenta un projet de loi appelant à une émancipation progressive. Le débat à l'Assemblée générale de Virginie en janvier 1832 fut remarquablement ouvert. Peut-être la discussion publique la plus honnête sur l'esclavage que la Virginie connaîtrait avant la guerre de sécession. Pendant plusieurs semaines, les législateurs débattirent réellement de la moralité de l'esclavage, de son utilité économique, et de la question de savoir si la Virginie ne serait pas mieux sans lui. Certains soutenaient que l'esclavage dégradait les travailleurs blancs en associant le travail à la servitude. D'autres faisaient remarquer que l'économie virginienne stagnait, tandis que les États du Nord, ayant aboli l'esclavage, prospéraient. Quelques-uns reconnaissaient même l'injustice fondamentale du système. Le délégué Thomas Jefferson Randolph affirmait que l'émancipation progressive permettrait à la Virginie de passer au travail libre tout en indemnisant les propriétaires pour la perte de leurs biens. Le plan proposait que tous les enfants nés de mères asservies après une certaine date soient libérés à l'âge adulte, puis colonisés hors de Virginie, envoyés au Libéria ou ailleurs, afin que les Virginiens blancs n'aient pas à vivre aux côtés de personnes noires libres. Mais les opposants soutenaient que l'abolition coûterait trop cher, que les anciens esclaves formeraient une classe dangereuse, que les Virginiens blancs perdraient leurs droits de propriété. Et sous tous ces arguments économiques se cachait la peur, une peur brute, viscérale. Si l'esclavage prenait fin, les personnes noires chercheraient à se venger de siècles d'oppression. Le spectre de Nat Turner planait sur chaque discours. Si c'est ce que faisaient les esclaves, alors qu'ils étaient encore sous le contrôle total du système, que feraient-ils une fois libres? Les adversaires de l'émancipation invoquèrent la révolution haïtienne, au cours de laquelle d'anciens esclaves avaient tué des milliers de colons blancs. Ils citèrent la rébellion de Turner elle-même comme preuve d'une violence supposément inhérente aux personnes noires, en ignorant commodément la violence bien plus grande qu'exigeait le système esclavagiste lui-même. Le projet de loi échoua de peu. 73 voix contre, 58 pour, 15 voix seulement. Et la Virginie aurait pu entamer un processus graduel d'abolition de l'esclavage en 1832. 15 voix, et la trajectoire entière de l'histoire américaine aurait pu changer. Mais ces 15 voix ne furent pas réunies. Et avec la défaite du projet, mourut la dernière chance réaliste que la Virginie mette fin volontairement à l'esclavage. Le débat ne fut jamais repris. À la fin des années 1830, il était devenu dangereux dans la majeure partie du Sud de simplement remettre en question publiquement la poursuite de l'esclavage. La porte qui s'était entr'ouverte se referma brutalement et ne s'ouvrirait de nouveau que lorsque les armées de l'Union la forceraient 30 ans plus tard. Certains historiens soutiennent que la rébellion de Nat Turner rendit la guerre de sécession inévitable. En démontrant que les personnes asservies n'étaient ni satisfaites ni dociles, Turner détruisit la fiction rassurante que de nombreux sudistes blancs avaient construite autour de l'esclavage. Le mythe paternaliste selon lequel les esclaves étaient heureux, mieux lotis que s'ils étaient libres et engagés dans une relation mutuellement bénéfique, quoique inégale, avec leur maître. La rébellion força les sudistes blancs à choisir entre mettre fin au système ou s'y accrocher par la violence et la répression. Ils choisirent la répression. Et ce choix les plaça sur une trajectoire de confrontation avec un Nord de plus en plus hostile à l'esclavage. La réponse culturelle du Sud fut l'élaboration d'une idéologie pro-esclavagiste agressive, allant bien au-delà des justifications précédentes. Avant Turner, beaucoup de sudistes défendaient l'esclavage comme un mal nécessaire, regrettable peut-être, mais économiquement essentiel et impossible à abolir sans danger. Après Turner, le discours changea. L'esclavage devint un bien positif, un système bénéfique aux deux races, une hiérarchie divinement ordonnée reflétant des différences naturelles entre blancs et noirs. Des ministres sudistes produisirent des sermons affirmant que la Bible cautionnait l'esclavage. Des scientifiques sudistes publièrent des traités pseudo-scientifiques prétendant que les personnes noires étaient biologiquement inférieures, moins intelligentes, mieux adaptées à la servitude. Des politiciens sudistes soutinrent que l'esclavage constituait le fondement de la civilisation du Sud, de la liberté blanche elle-même, que ce n'est qu'en asservissant les Noirs que les hommes blancs pouvaient être véritablement libres et égaux entre eux. Ce durcissement idéologique accentua les divisions régionales. Les États du Nord, où l'esclavage avait été progressivement aboli après la Révolution, voyaient de plus en plus le Sud comme arriéré, barbare, incompatible avec les valeurs américaines de liberté et de progrès.
Les abolitionnistes, minoritaires dans le Nord dans les années 1820, gagnèrent en influence dans les années 1830 et 1840. Plus le Sud défendait bruyamment l'esclavage, plus les nordistes le trouvaient répugnant. Plus le Nord critiquait l'esclavage, plus le Sud devenait défensif et extrême. La rébellion de Turner n'a pas créé cette fracture, mais elle l'a accélérée, approfondie, et a rendu tout compromis de plus en plus impossible. Dans le comté de Southampton même, la mémoire de la rébellion resta une blessure jamais totalement refermée. Pendant des décennies, les habitants noirs mesuraient le temps en termes de « avant la fuite de Nat » ou « après la guerre de Nat ». La population noire du comté utilisa la rébellion comme point de référence pour sa propre histoire, un marqueur disant « Nous étions là, nous nous souvenons, nous savons ce qui s'est passé ». Dans les conversations privées, dans les chants et les récits, Turner devint une figure complexe, parfois héros, parfois avertissement, toujours présent dans la mémoire collective. Les habitants blancs, eux, tentèrent d'oublier, ou du moins de contrôler le récit. La version officielle mettait l'accent sur le massacre de familles blanches innocentes, tout en minimisant ou en ignorant les violences de représailles qui coûtèrent la vie à des dizaines de personnes noires innocentes. Les fermes où la rébellion avait eu lieu retournèrent à l'agriculture. Des arbres poussèrent là où des corps étaient tombés. La vie continua, comme elle le fait toujours. Mais les événements de ces 48 heures d'août 1831 avaient modifié quelque chose de fondamental dans la conscience américaine. Les familles des victimes blanches portèrent leur traumatisme à travers le temps. Des enfants qui s'étaient cachés dans des placards ou avaient fui à travers les marécages, tandis que leurs parents étaient tués, grandirent avec des cauchemars. Certains quittèrent définitivement le comté de Southampton, incapables de vivre dans des lieux marqués par une telle horreur. D'autres restèrent, mais ne se sentirent plus jamais en sécurité. La famille Vaughan, qui perdit plusieurs membres dans la rébellion, conserva sa maison, mais aurait été incapable de vivre dans les pièces où des personnes étaient mortes. Les cicatrices psychologiques se transmirent de génération en génération. Les petits-enfants entendirent les récits de cette nuit d'août, absorbant la peur, la colère, le sentiment de trahison ressenti par leurs ancêtres. Cherry Turner, l'épouse de Nat, subit une cruauté inimaginable dans les semaines suivant la rébellion. Les autorités voulaient qu'elle révèle les cachettes de son mari, ses plans, tout ce qui pourrait expliquer comment la rébellion avait été organisée. Sous le fouet, elle remit certains papiers, peut-être des notes ou des journaux de Nat, mais s'ils ont existé, ils ont disparu de l'histoire. On ne saura jamais si elle connaissait réellement l'endroit où Nat se cachait ou si elle fut torturée simplement parce qu'elle était sa femme. Elle et ses enfants survécurent, mais leur destinée après la rébellion reste largement inconnue. Ils disparaissent des archives historiques, comme tant de personnes asservies, leurs histoires perdues parce que personne au pouvoir n'a jugé utile de les consigner. Cherry Turner parla-t-elle un jour de leur père à ses enfants? Leur dit-elle qu'il était un héros ou un avertissement? Se remaria-t-elle? Vécut-elle assez longtemps pour voir l'émancipation, 34 ans plus tard, ou mourut-elle avant la liberté? Nous ne le savons pas. Et cette absence de savoir constitue en elle-même une forme de violence, l'effacement des expériences des femmes noires de l'histoire. L'influence de la rébellion s'étendit bien au-delà de la Virginie. Dans le Nord, les abolitionnistes s'en saisirent comme preuve que l'esclavage ne pouvait être maintenu qu'au prix d'une violence et d'une oppression extraordinaires. William Lloyd Garrison, dont le journal abolitionniste The Liberator avait commencé à paraître quelques mois seulement avant la rébellion, fut accusé par les sudistes d'avoir inspiré Turner. Bien qu'aucune preuve n'indique que Turner ait jamais entendu parler de Garrison ou de son journal, Garrison publia des extraits de lettres reçues de sudistes le menaçant de mort s'ils mettaient un jour les pieds dans leurs États. Il répondit en intensifiant ses attaques contre l'esclavage, affirmant que le système était intrinsèquement violent et ne pouvait être maintenu que par la terreur. La rébellion de Turner offrit aux abolitionnistes une arme rhétorique puissante. « Regardez ce que l'esclavage pousse les gens à faire », disaient-ils. « Regardez le désespoir, la violence qu'il engendre des deux côtés. » Pour les personnes réduites en esclavage à travers le Sud, Nat Turner devint une figure controversée et complexe. Certains le voyaient comme un héros, un homme qui avait porté un coup à un système maléfique. Dans les espaces secrets où les personnes asservies pouvaient parler librement, dans les quartiers la nuit, dans les champs, lorsque les contremaîtres ne regardaient pas, le nom de Turner était invoqué avec respect. Des chants furent composés à son sujet, mais les paroles étaient codées,
et oblique, car louer Turner ouvertement signifiait la mort. Ces chants survécurent dans la tradition orale, transmis de génération en génération, modifiés, adaptés, mais conservant le souvenir essentiel, celui d'un homme qui refusa d'accepter l'esclavage, qui résista, et qui prouva que la révolte était possible, même si la victoire ne l'était pas. D'autres voyaient en Turner quelqu'un dont les actes avaient rendu leur propre vie plus difficile, qui avait provoqué une répression accrue contre tous les Noirs du Sud. Les nouvelles lois restreignant les déplacements, interdisant les rassemblements, mettant fin à l'éducation, touchaient tout le monde, pas seulement ceux qui avaient soutenu la rébellion. Certaines personnes asservies estimaient que la rébellion de Turner avait été prématurée, qu'elle avait sacrifié des vies sans produire de changement durable. Dans des conversations reconstituées par les historiens à partir de témoignages ultérieurs, on entend des personnes asservies débattre pour savoir si Turner avait été courageux ou imprudent, si ses actes avaient fait avancer la cause de la liberté ou l'avaient fait reculer. Les deux points de vue étaient valables. Turner avait prouvé que la rébellion était possible, mais il avait aussi montré à quelle vitesse et avec quelle brutalité elle serait écrasée. Dans les années précédant la guerre de sécession, le nom de Turner devint une sorte de code. Lorsque des personnes asservies murmuraient « le vieux Nat », les Blancs y voyaient une menace voilée. Lorsque des abolitionnistes invoquaient Turner, les sudistes entendaient un appel à la violence. La rébellion était entrée dans le domaine du mythe. Et comme tous les mythes, elle signifiait des choses différentes selon les personnes. Pour certains, Turner était un monstre. Pour d'autres, un martyr. Pour d'autres encore, une figure tragique dont le courage ne pouvait surmonter les réalités structurelles du pouvoir. La publication des confessions de Nat Turner assura que son histoire ne serait pas oubliée, tout en permettant aux Blancs d'en encadrer le récit. Le compte-rendu de Thomas Gray, avec son insistance sur le fanatisme religieux de Turner, aida les lecteurs blancs à le rejeter comme un fou, plutôt que comme un révolutionnaire. Mais la confession fut largement lue dans le Nord également, et les lecteurs du Nord en tirèrent souvent des conclusions différentes. Ils y virent non pas la folie, mais le désespoir, non pas le fanatisme, mais la foi. Le même texte que les sudistes utilisaient pour justifier une répression accrue devint, entre les mains des nordistes, une preuve de la faillite morale de l'esclavage. Frederick Douglass, qui s'échappa de l'esclavage en 1838, écrivit plus tard à propos de Turner comme de l'un des héros de la lutte pour la liberté noire. Douglass comprenait ce que beaucoup d'Américains blancs préféraient ignorer, que la violence de Turner, aussi terrible fût-elle, pâlissait en comparaison de la violence systématique de l'esclavage lui-même. Un système qui déchirait les familles, qui faisait travailler les gens jusqu'à la mort dans les champs, qui fouettait, torturait, violait et assassinait en toute impunité. Un tel système n'avait aucune légitimité morale pour condamner ceux qui se soulevaient contre lui. Douglass n'approuva jamais explicitement les méthodes de Turner, mais il refusa de les condamner, reconnaissant que les personnes asservies avaient le droit de résister par tous les moyens à leur disposition. Les historiens contemporains continuent de débattre de l'héritage de Nat Turner. Était-il un fanatique religieux dont les visions l'amenèrent à commettre des atrocités? Était-il un combattant de la liberté, utilisant les seuls moyens dont il disposait pour frapper l'oppression? Était-il les deux, ou ni l'un ni l'autre? La réponse dépend sans doute de la position que l'on adopte, de ce que l'on pense de la moralité de la résistance violente face à une violence systémique. Ce qui est peut-être le plus remarquable chez Turner, c'est la clarté de son dessein. Il n'hésita jamais, n'exprima jamais de doute, ne demanda jamais pardon. Jusqu'au moment de sa mort, il crut avoir agi selon la volonté divine, que la rébellion était nécessaire et justifiée, et que la liberté valait n'importe quel prix. Ce qui n'est pas discutable, c'est le bilan factuel. En août 1831, environ 70 personnes noires, asservies ou libres, se soulevèrent dans le comté de Southampton, en Virginie. Elles tuèrent au moins 55 personnes blanches sur une période d'environ 48 heures. La rébellion fut écrasée par une force écrasante, entraînant la mort de 100 à 200 personnes noires, dont la plupart étaient innocentes. 30 autres furent exécutées après procès, et l'homme qui dirigea la rébellion, Nathaniel Turner, fut capturé, jugé et pendu 10 semaines après la fin de l'insurrection. Les ondes de choc de ces 48 heures se propagèrent sur des décennies. La guerre de sécession, qui éclaterait 30 ans plus tard, eut de nombreuses causes. Les différences économiques entre le Nord et le Sud, la question de l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires, l'opposition morale croissante à l'esclavage dans le Nord,
Mais sous tous ces facteurs politiques et économiques se trouvait une vérité simple que Nat Turner avait forcé le Sud à affronter. Les personnes réduites en esclavage désiraient désespérément leur liberté, et si elles ne pouvaient l'obtenir pacifiquement, elles se battraient pour l'obtenir violemment. Cette certitude terrifia les propriétaires d'esclaves du Sud, et leur peur les poussa vers des positions de plus en plus extrêmes, jusqu'à rendre tout compromis impossible. Aujourd'hui, le comté de Southampton propose un circuit touristique en voiture des sites associés à la rébellion. L'État de Virginie a érigé des panneaux historiques, bien qu'il ait fallu attendre les années 1990 pour le premier. La maison de Rebecca Vaughn, dernier bâtiment subsistant où des personnes furent tuées durant la rébellion, fut inscrite au Registre national des lieux historiques en 2006. Ce sont de modestes reconnaissances d'événements que l'État avait autrefois tenté d'effacer complètement de l'histoire. Mais les questions plus profondes soulevées par la rébellion de Nat Turner restent sans réponse. Que devons-nous à l'histoire? Comment nous souvenons-nous d'événements qui sont à la fois héroïques et horribles selon le point de vue? Comment honorer ceux qui ont combattu l'oppression tout en reconnaissant que leur méthode impliquait la mort de femmes et d'enfants? Comment condamner le système esclavagiste sans effacer la complexité des choix individuels faits en son sein? La rébellion de Nat Turner n'offre pas de réponse facile. Elle n'offre que le fait brut de son existence. Un moment où des personnes traitées comme des biens décidèrent qu'elles étaient des êtres humains et agirent en conséquence, avec une détermination terrible et concentrée qui ébranla toute une région jusque dans ses fondations. Le sang versé dans le comté de Southampton en août 1831, celui des familles blanches tuées pendant la rébellion, comme celui des personnes noires tuées dans ses représailles, fait partie des fondations sur lesquelles l'Amérique moderne a été construite. On ne peut pas l'effacer. On peut seulement essayer de le comprendre. Cette histoire nous montre que l'histoire qu'on nous enseigne est souvent aseptisée, simplifiée, rendue confortable pour des publics modernes. La vérité sur l'esclavage, sur la rébellion, sur la violence qui a façonné l'Amérique est bien plus complexe et dérangeante. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que l'on nous enseigne toute la vérité sur des événements comme la rébellion de Nat Turner? Pensez-vous que la résistance violente à l'esclavage était justifiée? Laissez un commentaire. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans une histoire que des personnes puissantes ont tenté d'effacer, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui veut comprendre l'histoire américaine au-delà de ce qu'on nous a appris à l'école. Il existe des dizaines d'autres histoires comme celle-ci, enfouies, obscurcies ou délibérément oubliées. Mettons-les en lumière ensemble. À la prochaine vidéo.